On vous propose un hors-série intemporel, c'est-à-dire que vous auriez pu nous poser les questions hier, aujourd'hui ou encore demain. Ça marche à tous les coups, ou presque, hein, il faut bien le reconnaître. On va parler de sécurité et de sites sûrs. Site sur quoi, me direz-vous? Non, sécurité, la sûreté d'un site, on va dire. Est-ce qu'on peut faire confiance dans ce site au niveau sécuritaire? C'est la question à laquelle voudrait bien répondre Sébastien. Bonjour Sébastien. Hello. La question, on te l'avait posée, toi personnellement, en direct, en te demandant comment est-ce qu'on sait quand un site est sûr. C'est la question à laquelle tu vas répondre tout de suite, en compagnie de Xavier. Salut. Qui est toujours là aussi avec nous pour parler de ce problème, de cette question. Et c'est vrai que ça nous arrive à tous, ça nous est tous arrivé en surfant sur Internet, quand on est bien protégé, soit par un antivirus, un système d'anti-hameçonnage, ou qu'on surfe avec Chrome, par exemple, qui est un petit peu garanti par Google, on peut le dire aussi, qui vous met un joli panneau rouge en disant le site sur lequel vous voulez surfer n'est pas sécurisé, patati patata. Donc, est-ce que tout ça, c'est vrai? J'imagine que oui. Est-ce que, voilà, d'où ça vient? À quoi faut-il faire attention? C'est toutes ces questions qui viennent comme ça à l'esprit d'un seul coup, d'un seul. Ça va être beaucoup mieux structuré dans la réponse, j'imagine, par Sébastien. Oui. Alors, non, je vais déjà faire un petit bémol avant, c'est que je dois prendre un aspect en l'occurrence. Ici, je vais prendre l'aspect de est-ce que j'ai une chance d'avoir ce que j'ai acheté si j'achète sur un site e-commerce? Pourquoi je prends juste cet aspect? Parce que sinon, on peut faire un podcast de 3 heures, parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut dire est-ce que le site est sûr? Oui. Est-ce que le mec raconte des conneries? Est-ce que c'est quelles sont ses influences? Est-ce que c'est un site, enfin voilà. Oui. Est-ce que ça peut être aussi un site d'information qui est pas sûr? Ça peut être plein de choses. On est bien d'accord. Donc ici, je prends l'aspect, ok, je veux acheter un nouveau smartphone en ligne, est-ce que j'ai une chance de l'avoir? Est-ce que ce site de commerce électronique est fiable? Est-ce que c'est pas des margoulins? Et est-ce qu'il fonctionne correctement? Est-ce qu'il n'a pas été piraté? Voilà, des choses comme ça. Tout à fait, parce que si on prend l'aspect de est-ce que ce site est sûr pour y mettre le mot de passe de PayPal parce que j'ai reçu un mail, ça on peut vous en faire un complet hors série différent, parce que c'est vraiment tout un autre aspect. C'est une autre problématique. À prendre en charge. Mais pour commencer, effectivement, tu faisais mention d'un gros bandeau rouge, et ça c'est ce qui va arriver sur Firefox, peut-être sur Chrome aussi. Oui, si aussi, tu vas sur un site qui a un problème de virus, de virus, d'un code malveillant ou que sais-je dessus, et là en fait c'est les moteurs de Google en l'occurrence qui, quand ils font l'indexation du site, se rendent compte qu'il y a des trucs malveillants sur le site et se disent hop, on va pas y envoyer tous les gens, et donc ils propagent ça à tous les navigateurs, y compris Firefox, qui a des accords là-dessus pour dire quand tu vas sur le site, tu devrais pas. Et si tu veux vraiment y aller, tu dois vraiment être très sûr de. Ça peut aussi être dénoncé par les utilisateurs, donc des sites de scamming, de phishing et compagnie peuvent être dénoncés, et alors c'est reviewé et effectivement activé ou pas. Et donc ça prend un certain temps. Si c'est une campagne qui vient d'être lancée, t'es couillonné. Ouais. Mais je disais, on va pas parler de ça, sinon on pourra vous en faire tout un numéro. Ici, on arrive sur un site. Je prends un site d'e-commerce classique, c'est un site d'e-commerce belge. J'ai pris une marque rouge avec un gros logo, mais ça pourrait être n'importe laquelle. Ça pourrait être, t'as envie d'aller acheter tes chaussures sur Brantano, sur Toff, tu pourrais aller acheter sur un truc chez Carrefour, on s'en fout, c'est tout la même chose. Ouais. Mais j'ai pris il n'y a pas de jugement de valeur dans le choix ici, soyons voilà, clairs. Non, j'ai pris un nom pour pouvoir suivre étape par étape qu'est-ce qui se passe. Alors la première chose qu'on va regarder, effectivement, si le site est sécurisé, parce que c'était pas toujours forcément le cas, quand il est sécurisé, vous pouvez aller avoir des informations sur le certificat. Donc vous avez sur le HTTPS, avant on vous aurait dit dans un média classique, si le site est sûr que tu as le petit cadenas, tu peux y aller. S'il n'y a pas le petit cadenas, faut pas y aller. Oui. Bon, alors faut quand même aller beaucoup plus loin que ça, parce que les petits cadenas, on peut en avoir pour pas trop cher. Ici, le petit cadenas, tu cliques dessus et tu vas avoir des informations qui normalement ont été vérifiées par les boîtes qui vendent ces petits cadenas. Ouais. Bon, normalement, maintenant c'est quand même beaucoup plus facile d'en avoir un qu'auparavant, mais il n'empêche que quand on va voir sur les infos un petit peu plus loin, on a sur le certificat des informations sur le nom de la société qui normalement a été vérifiée. Si vous prenez
des certificats de Global Sign ou ici de GeoTrust, etc. Vous pouvez être sûr que ça a été vérifié, parce qu'ils vous demandent des informations, une copie d'un acte notarié, des trucs comme ça, hein, donc ça va relativement loin. Et vous avez la société qui est derrière. Donc à partir du moment où vous avez cette société, vous pouvez aller vérifier ce qu'il en est. On va revenir un petit peu plus loin là-dessus sur un site comme la BNB en Belgique. Donc l'important pour essayer de juger de la sécurité du site, c'est première chose qui vous intéresse, c'est d'avoir ce nom de la société. Donc vous avez récupéré via le certificat le nom de cette société. Ça, c'est une des manières. La deuxième manière, et alors c'est légal, c'est obligatoire en Belgique, je ne sais pas ce qu'il en est dans la législation française, mais à tout endroit d'un site web, vous devez être à chaque fois à maximum un clic d'avoir le numéro de TVA, donc c'est le SIRET en France, et le nom de la société, ainsi que normalement une adresse mail de contact. D'accord. Ça, c'est la loi. C'est rarement respecté, mais hormis du numéro d'entreprise. Donc le SIRET, le numéro d'entreprise, en général, c'est assez bien respecté sur les sites d'e-commerce en Belgique. Tu le retrouves assez facilement. En général, c'est sur la toute dernière ligne, tout en bas du site ou sur la page des conditions générales, etc. Alors, on arrive ensuite sur quand on a ce numéro de TVA. On a déjà, si on ne l'a pas, c'est déjà mauvais signe. Hein. T'as pas de numéro de TVA sur un site d'e-commerce, t'as pas de numéro de SIRET. Bon bah, je dirais premier signe, méfiance. Ouais. À partir du moment où on a ce numéro, on va se connecter sur un site. Alors en Belgique, c'est la centrale des bilans. On vous mettra le lien dans le truc, dans les infos du podcast. En France, c'est société.com, je pense un truc comme ça, je pense que je mettrai aussi le lien, sur lequel, avec ce numéro, vous allez pouvoir récupérer des informations sur la société. C'est-à-dire le bilan, l'adresse, le nom, est-ce que ça correspond, etc. Si ça correspond pas, c'est mal barré, on ferme, on va voir ailleurs. Ouais. Hein, sauf si comme le nom j'ai pris ici en test, hein, comme un MediaMarkt ou quel équivalent en France, un Darty, un truc comme ça. Peut-être, oui. Si vous prenez un Darty, évidemment, vous connaissez tous les magasins que vous avez déjà vus en rue. La probabilité que vous ayez un problème sur le site de la marque est évidemment bien moindre. C'est plutôt ici sur un site que vous ne connaîtriez pas qui est intéressant d'aller chercher l'information. Mais comme la plupart des grandes enseignes commencent à mettre en même temps, pour ceux qui n'ont pas de magasin physique, commencent à créer des magasins pour pouvoir justement créer ce sentiment de sécurité, voilà, là, vous n'avez pas forcément besoin de vous poser de questions. Mais ici, en l'occurrence, c'est une marque allemande, donc les informations que vous allez récupérer vont être allemandes. Au niveau mais ils ont quand même une société belge sur laquelle vous allez avoir ces bilans. Dans ces bilans, vous allez pouvoir voir est-ce qu'il faut un petit peu d'argent, est-ce que vous avez de la chance de récupérer vos biens ou pas. Alors, une fois que vous avez déjà regardé ça, vous avez déjà une première information sur est-ce que cette société est crédible, est-ce que je vais avoir mon truc ou pas. Après, vous pouvez continuer à aller demander l'information à des sites comme le Safe Web de Norton. Norton un petit moteur de recherche sur lequel vous retapez l'URL de votre site et il va vous donner l'information. Est-ce qu'il y a des menaces sur le site? Est-ce que le truc est un spammer? Est-ce que machin, etc. Ici, en l'occurrence, il n'y a rien du tout, donc c'est déjà bon signe. Alors, vous avez la même chose de la part de... Alors là, je ne me souviens plus du nom, c'est le MyWhat, donc c'est le Web of Trust. Et donc là, de nouveau, c'est fait par les utilisateurs. Et c'est un site qui fonctionne avec une série de plugins sur lesquels les gens donnent au fur et à mesure de leur visite leur réaction sur est-ce que ça s'est bien passé ou pas. Donc c'est des gens qui vont donner leur avis et qui vont faire la réputation du site. Et vous allez voir que soit ils n'ont pas été livrés, soit ils ont été livrés, ils sont très contents, soit etc. Donc ça vous permet aussi d'avoir un avis. S'il n'y a pas d'avis, et aussi peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de ventes sur ce truc. Oui, c'est ça. Aussi peut-être se poser des questions. Ouais. Mais quand il y a l'adresse physique, c'est déjà bien de savoir que c'est un truc en Europe. Hein, si c'est, tu vois, c'est votre premier achat en e-commerce. Moi, j'irais sur un truc dans votre pays, en Belgique, en France ou en Europe, pour être sûr de pouvoir prendre la voiture, aller jusque-là pour secouer le monsieur si ça marche pas. Ouais. Quoi. Autre info intéressante, c'est aller faire un WIS. WIS, c'est quand quelqu'un enregistre un domaine sur le web,
une société elle est obligée de donner une série d'informations, y compris nom, adresse et compagnie. Mais après, il faut aller récupérer ces informations. Enfin, vous pouvez aller récupérer ces informations pour savoir qui est derrière. Ouais. Ça, c'est le principe du WIS. Le WIS, donc vous allez mettre le nom de domaine. Alors, c'est un domaine belge, donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Vous n'allez pas pouvoir aller faire sur le WIS. Et le WIS va vous dire, bah non, il faut aller sur dnsbelgium.be. Ouais. Vous faites la même chose, vous mettez mediamarkt.be, et là on va vous dire toutes les informations à qui appartient ce domaine. Ça appartient ici à une société allemande, à Ingolstadt, c'est normal, c'est la maison mère de cette société. Donc c'est bon signe, jusque-là tout est parfait, quoi. Mais ça vous suffit pas forcément toujours encore pour être sûr. Alors c'est pour ça qu'il y a des sociétés qui sont créées en Belgique et en France. En France, j'ai sorti un nom, c'était Trusted Shop, mais il y en a d'autres qui donnent ça. Et en Belgique, on a l'association Bicommerce qui va donner plus ou... Alors ça dépend de la société, hein, mais ils vont donner des accréditations ou des logos pour dire vous devez respecter telle et telle et telle norme pour pouvoir faire partie de l'association. C'est-à-dire que vous devez répondre à vos consommateurs dans les X jours, vous devez leur permettre de renvoyer leurs trucs avec telles conditions, ça, etc. C'est une condition pour obtenir le label, en quelque sorte. Quoi, hein. C'est ça, c'est des genres de labels. Donc là, c'est chaque label a plus ou moins sa valeur et il faut vraiment aller lire un peu ce que fait le label et essayer de voir qui en fait partie, parce que bon, bah, si c'est un label qui a 3 sites, dont juste le site que vous visitez, c'est mal barré. Ouais. Mais il y a quelques labels qui sont assez connus en France, dont celui-là. Et en Belgique, on a quand même je pense qu'en dehors de Bicommerce, j'en ai pas vu beaucoup de labels en Belgique qui t'avaient... C'est important, effectivement, comme tu le disais, en quelque sorte, de voir si le label est bien indépendant, parce que c'est vrai qu'on pourrait être tenté, quand on est une grosse enseigne en tout cas, de se créer son propre label, un petit peu comme les écolabels, tu vois, ou label vert, entre guillemets, où on le sait bien, certains commerces, certains commerçants ou grandes surfaces et autres inventent en quelque sorte leur propre label avec leurs propres règles et qui ne sont pas les règles de tout le monde. C'est juste pour pouvoir mettre le petit coquillard. Voilà, c'est ça, c'est purement marketing. Ici, ça a l'air d'être indépendant, même si c'est quelque part, je pense, l'industrie qui est derrière et qui finance le label indépendant. Ça l'est, oui, ça l'est. Ils ont des awards chaque année pour dire qui est le meilleur, etc. Mais pour avoir travaillé sur un site e-commerce en France il y a quelques années, pour pouvoir mettre ce logo, il y avait toute une série de points administratifs qui étaient un petit peu compliqués et pénibles à valider. Contraignant, oui. Contraignant, pour vraiment montrer et s'assurer que le truc était fonctionnel. Mais ça reste des entités commerciales, c'est pas le gouvernement l'État qui vous dit non, celui-là est vraiment une société sûre, vous avez les chances d'avoir votre matériel. C'est pas pour ça que vous allez l'avoir, hein. Il y a des sociétés qui sont en faillite et y compris dans l'e-commerce et en France en particulier, j'en pense à une qui commençait par Pix et des machins qui a pour le moment énormément de mauvaises critiques parce que les gens ne recevaient pas leur colis. Bon, voilà, tu peux avoir tous les signaux verts sur un site. Ça ne veut pas dire que tu vas pas avoir, que tu vas forcément avoir ce que tu as acheté. Je serais tenté de dire aussi, par exemple, quand on parle d'Amazon, ce genre de site, pas que Amazon, mais qui vendent eux-mêmes de la marchandise qu'ils stockent dans leur propre magasin, etc., mais proposent également du matériel, des choses à vendre, mais qui sont traitées par des tiers. Là, ça devient un petit peu flou, quelque part. Hein. Qui garantit quoi, qui est qui dans l'histoire. Et là, c'est intéressant, effectivement, de remonter peut-être un peu à la source, de voir qui sont ces gens qu'on me propose. Ils ont l'air sérieux, mais parce que sinon, le site dont je parle en l'occurrence me semble sérieux, et donc sinon, ils ne me le proposeraient pas. Mais quid de cette sécurité toujours? On ne sait pas toujours par qui on va être livré in fine, quoi. Non, parce qu'Amazon, c'est un marketplace comme d'autres font, et donc c'est des commerçants indépendants, et c'est pas Amazon qui livre, c'est pas Amazon prend l'argent et l'envoie après aux commerçants. Donc ils ont une force de pression pour. Alors, il faut savoir que quand on achète en ligne, moi je le fais énormément quand il y a la possibilité de payer avec ça, je le fais avec PayPal. Pourquoi PayPal? Parce que PayPal te permet assez facilement d'aller dire que ce paiement est invalide parce que tu n'as pas reçu la marchandise ou qu'elle est en mauvais état. Et en général, PayPal a plutôt tendance à se mettre derrière le consommateur que derrière la marque. Ouais.
Et donc, société de crédit aussi, hein, genre Mastercard. Et c'est plus difficile, je trouve. C'est plus compliqué, c'est moins évident. Et donc, même si je paye avec une Mastercard derrière ou une Visa, mais je vais utiliser un compte PayPal parce que PayPal va bloquer le paiement et me le renvoyer si effectivement le matériel ne correspondait pas ou que la livraison, parce que c'est pas tout, hein, si effectivement le fournisseur vous a bien envoyé le colis mais qu'il ne vous arrive pas, la poste a peut-être perdu votre colis pour une raison ou une autre, mais vous, ça vous arrange pas, vous avez payé, vous n'avez pas votre colis. Et donc là, vous allez pouvoir dire à PayPal, non, je suis désolé, j'ai pas reçu le colis, tu me rembourses. Ouais. Et ce sera à l'e-commerce de prouver qu'il l'a effectivement envoyé et que vous avez signé pour livraison. Donc il y a toute une série de sécurités avec PayPal qui, en général, sont assez faciles à mettre en place quand vous avez pas reçu votre marchandise. D'autant que dans la majorité des cas, c'est le commerçant qui paye et c'est pas l'acheteur. Hein, donc oui. Ça vaut la peine d'utiliser. Hein. Donc, oui, vous y perdez rien. Oui, c'est ça. J'essaie de synthétiser, merci. Non, mais c'est intéressant, effectivement, Xavier, je ne sais pas quelle est ton expérience, toi, du commerce électronique en tant qu'acheteur. Moi, j'ai mis du temps avant de commencer à y mettre des sous. Hein. Je vais être honnête. Et j'ai fait, comme a dit Sébastien, il y a quelques années de cela, avec un site qui avait pignon sur rue à l'époque et qui avait des comptoirs. Il y en avait un à Bruxelles qui était Pixmania, pour ne pas le citer. Et j'ai commencé par celui-là en me disant, si jamais il y a un souci, en me faisant livrer d'ailleurs au comptoir, si jamais il y a un souci, j'aurai au moins un type sur qui taper. Enfin, c'est une image. Mais, c'est humain. Mais voilà. Et donc, c'était ma première expérience. Après, j'ai pris bien plus de risques que ça. Moi, j'achète beaucoup en ligne. Je dois dire que une recommandation que j'aurais à faire, c'est de toujours essayer de connaître quelqu'un qui a acheté sur le même site avant. Aussi, c'est une bonne garantie. Ça rassure, en tout cas. Maintenant, on est à l'abri de rien, hein, puisque moi-même, j'étais un client assez régulier de Pixmania et qui a eu des soucis avec l'actualité qu'on connaît peut-être sur le site. Mais c'est effectivement, voilà, moi, j'ai pas de crainte particulière, surtout avec les cartes Visa, par exemple, pour ne citer qu'elles, parce que dans beaucoup de cas, quand on a un souci, même sa carte, le mythe aussi de la carte, c'est pas un mythe, mais la carte Visa qui se fait pirater, ces sociétés ont vraiment intérêt à vous rembourser sans difficulté dans le cas de problème, parce que si jamais il y avait un bruit qui se répandait comme quoi ces cartes étaient peu sûres, elles perdraient beaucoup plus que de vous rembourser. Là aussi, en général, elles jouent le jeu du client. Hein. Tout à fait. C'est dans ce sens-là que ça va en général. J'ai des connaissances qui se sont fait rembourser des montants qui avaient été débités de leur carte avant même de s'en être rendu compte, parce que ces sociétés n'ont aucun intérêt à ce qu'un bruit court. Oui, moi, j'ai un ami qui a eu le cas où sa carte avait été débitée, enfin c'est lui qui l'avait débitée mais un peu rapidement, et il a eu un coup de téléphone de la société de crédit en disant il se passe quelque chose avec votre carte parce que il y a des mouvements qui ne sont pas habituels, on va dire. Donc, attention en Belgique que c'est pas Visa Mastercard qui fait ça, un Visa Mastercard, eux ils sont entre guillemets ils s'en foutent un peu. C'est Atos qui le fait. Oui, c'est Atos qui le gère en Belgique. Alors pour la France, je sais pas, Atos est là aussi, ou peut-être que les banques font ce job. En Belgique, c'est majoritairement Atos qui est l'opérateur en quelque sorte. Qui va détecter ces problèmes et qui va bloquer la carte automatiquement et t'appeler. C'est vrai que c'est extrêmement efficace de leur part. Maintenant, de l'autre côté, quand je dois bloquer un paiement sur une carte Visa qui a été faite, tu dois envoyer un fax, tu dois envoyer un courrier, tu dois téléphoner au gars. Je veux dire, je trouve que c'est encore vachement contraignant. PayPal, je me connecte sur le site, je retrouve la transaction, j'appuie sur le bouton contester, ça me prend 1 minute et tout est réglé. Et après, c'est PayPal envoie tous les mails au fournisseur et le truc est bloqué. Moi, en 2 temps. J'ai réuni les deux mondes en alimentant mon compte PayPal avec ma carte de crédit. Oui, mais c'est ça. C'est ça que je fais aussi. Voilà, donc là au moins on est. Après, il y a peut-être matière à discussion et renvoi de ballon, etc. Mais au moins il y a quand même 2 étapes à franchir avant de pouvoir vraiment être là, coincé et se dire tiens, non, c'est plus possible, je me suis vraiment bien fait avoir et c'est mort de chez mort, quoi. Je
Je sais pas si il y a certainement plein de choses à dire sur le sujet, plein de questions qui viennent à l'esprit. C'est le cas de Xavier, ça tourne dans sa tête. Non, mais Sébastien a été assez complet sur le sujet particulier qu'on veut traiter. Ouais. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire et au fur et à mesure, j'entendais qu'il en parlait. Il y a peut-être des choses encore à en dire, on peut nous commenter. Ouais, on peut parler de 3D Secure, on peut parler de plein d'autres trucs, mais c'est compliqué. Mais là, oui, c'est à chaque fois des points un peu particuliers qu'on pourrait éventuellement soulever, peut-être dans un autre hors-série ou en commentaire de ce podcast. Si vous, de votre côté, avez des questions, n'allez pas dans des cas hyper particuliers parce que on n'est pas des voyants, quoi. Non, mais soyons honnêtes, c'est les cas hyper particuliers, c'est difficile de répondre de manière personnalisée à chacun. C'est pas vraiment notre métier non plus, il faut le reconnaître. Donc, si vous avez des questions plus générales, là, on n'hésitera pas à bien entendu vous répondre, soit par écrit ou alors dans un autre hors-série qui pourrait être aussi consacré effectivement à la sécurité financière, plus particulièrement sur certains sites ou avec différentes manières de faire. Le sujet est tellement vaste que c'est difficile de le tenir en 15-20 minutes comme on a l'habitude de le faire dans un hors-série. En tout cas, merci beaucoup Sébastien, tu nous as bien et donc, si la madame me retéléphone, maintenant je pourrais lui dire d'aller écouter le podcast. Tout ça parce qu'il avait reçu un coup de téléphone d'une madame qu'il ne connaît pas et que donc il ne reverra pas, manifestement, parce que, voilà. Le courant n'est pas passé. Le courant... C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, allez, ça suffit. Merci beaucoup, Sébastien. Merci également à Xavier, une fois de plus, de nous avoir rejoints pour parler de ce sujet, avoir amené ces petites questions. On se retrouve très bientôt. À très bientôt. Au revoir.